écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 25 janvier 2022 et c'est le numéro 260. Le journal, je pourrais prendre une voix de présentateur de télé, mais je le ferai pas. Je vais juste dire que le journal des bonnes nouvelles annonce ses gros titres cette semaine. La crise des composants ne va décidément pas s'arrêter de sitôt, vous avez prévenu. La Russie suit un petit peu la Chine sur des interdictions autour des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Et puis vous pouvez désormais, vous le savez peut-être, mettre des NFT comme image de profil sur Twitter, notamment si vous utilisez ça sur iPhone. Et puis on va aussi avoir la régulation américaine et européenne qui s'organise face à Apple et Google et notamment leur distribution des applications, mais aussi sur la mise en avant de leurs propres services. On fait le point ensemble sur cette actu de fin janvier 2022. Nous aurons aussi une rubrique sur les usages des appareils à ondes. Peut-être que vous avez peur des ondes, on va voir. La 5G qui ne fait pas les affaires de l'aviation américaine en tout cas. Les AirTags qui continuent à faire parler d'eux dans leurs usages. On en avait beaucoup parlé quand ils avaient été annoncés, ces petits trackers de géolocalisation d'Apple, mais on n'en a pas reparlé depuis pas mal de temps. On va faire un petit point d'actualité. Le Wi-Fi 7 qui arrive bientôt, révolution. Et puis après la SIM et l'eSIM, préparez-vous à l'arrivée de l'iSIM. Je vais le prononcer comme ça, l'iSIM. Je suis, et pas d'Alsim comme dans Street Fighter. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver celui qui est à l'actu tech, ce que César est à la planète des singes, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggias-Pala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Exactement, le plus gros, le plus poilu, c'est moi. Oui, mais la légende quand même, si vous connaissez bien la planète des singes, vous savez à quel point César est une légende. Il vous reste, je vous avertis, quelques minutes là avant d'avoir votre cerveau totalement dédié à l'écoute des news tech de cette semaine qu'on va vous partager. Alors du coup, profitez-en là pendant que vous avez encore un petit peu de cerveau disponible, comme on dit dans le milieu, pour aller soutenir Tech Café sur patreon.com/techcafé. Si c'est pas déjà fait, vous profiterez d'un accès réservé aux abonnés qui permet d'écouter le podcast sans la pub et avec le chapitrage. Alors merci en particulier à Guillaume Borde qui a renouvelé son soutien sur Patreon à Tech Café. Il soutient le podcast, tenez-vous bien, depuis août 2014. Waouh, merci beaucoup à toi. Je pense que ça fait partie des soutiens de plus longue date. Donc merci beaucoup pour ta fidélité. Et puis on a même, Guillaume, un avis sur Apple Podcast, mais qui nous vient d'Apple Podcast Belgique. C'est Burgefab qui a écrit que alors il écrit le commentaire suivant avec 5 étoiles bien entendu. Le geek qui sommeille en moi est dingue de Tech Café. Je répète, le geek qui sommeille en moi est dingue de Tech Café, ça fait plaisir. On y apprend plein de choses dans les environnements tech et le tout est diffusé de manière créative et dynamique. Je ne saurais plus m'en passer, excellente continuation. Eh ben écoute, on ne saura plus se passer des excellents retours que vous pouvez nous faire sur Apple Podcast, sur les plateformes de podcast en général, donc surtout n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras et si vous n'avez pas déposé votre avis, venez le faire, on sera ravis d'en prendre connaissance et de le partager dans une émission. Guillaume, sans autre forme de procès, l'actu tech commence avec la crise des composants qui se fait encore un petit peu sentir, avec le prix des puces qui augmente. J'ai vu pourtant, là, ça y est, là, ces derniers jours, on a des cartes graphiques qui sont à nouveau disponibles à l'achat. Alors, il n'y en a pas des milliers, mais il y a plus de modèles qui n'étaient dispo les précédentes semaines et surtout tous ces derniers mois. Peut-être qu'on a un petit peu de mieux, mais peut-être pas, Guillaume. Ouais, non, mais c'est une période un petit peu compliquée. Alors c'est vrai que cette rubrique qui s'appelle donc, de manière malheureusement ironique, le journal des bonnes nouvelles. On va parler pas mal de sous, de pognon, de mailles. Ce qu'il faut dire qu'on est en plein crack boursier aux États-Unis. T'as vu, toutes les valeurs technologiques sont à la baisse. Le Nasdaq a baissé de 15%. Donc voilà, regardez les courbes de Tesla ou Amazon, ça fait peur. Et donc l'inflation repart de partout, la crise va bientôt gagner l'Europe aussi, y a pas de raison, et comme si c'était pas suffisant, on est en pleine crise énergétique, sur fond de tensions géopolitiques très fortes avec la Russie, donc tout va bien, voilà, et puis en plus on n'arrive pas à trouver de carte graphique ni de PS5, c'est franchement, l'époque est difficile, je le dis. Bon, en tout cas, les prix restent exorbitants, je trouve, mais on note une légère tendance à la baisse, t'as raison, c'est vrai qu'il y a un petit mieux, et en plus, le DigiTimes prévoit carrément une amélioration qui sera plus nette mi-2022, puisque les fabricants de substrats et de package, donc les ABF par exemple, ont augmenté leur capacité. Mais bon, malgré ça, les prix pourraient ne pas être aussi spectaculairement en baisse que autant que ce qu'on aimerait, parce que les coûts de production sont quand même très hauts. On avait déjà parlé de la hausse des tarifs de TSMC. TSMC doit construire de nouvelles usines pour encaisser le surcroît de demande, et aussi pour contenir, voire combattre, voire éradiquer, si possible, la concurrence de Samsung et Intel.
Et donc, ces investissements monstrueux seront en partie financés par une hausse des tarifs sur le haut de gamme. Pire, les capacités étant limitées, les fabricants doivent réserver des chaînes à l'avance pour de gros volumes. Or, ils en ont vitalement besoin, la demande est très forte, et donc tout naturellement, ils augmentent aussi les prix de leurs produits pour les consommateurs. Donc AMD, Nvidia et Intel aussi, puisqu'ils lui aussi utilisent les chaînes de TSMC désormais. Donc finalement, ils vont augmenter le prix sur les puces de haut de gamme de 10 à 20%, puisque c'est un petit peu ils vont répercuter en fait ce que TSMC leur fait payer. Donc la prochaine génération, c'est-à-dire les Ryzen 5000, les Intel Arc ou les GeForce 4000, risquent quand même de se retrouver un petit peu plus cher que les générations précédentes. Donc AMD par exemple a promis une meilleure disponibilité de ces puces cette année, donc ça va se traduire effectivement par une baisse générale des prix. Il faut voir à quel point ça va être compensé par l'augmentation du prix de la production, quoi. Donc il pourrait y avoir une baisse nette, mais peut-être pas si énorme que ce qu'on aimerait. Après, c'est ça aussi de dépendre de 2 ou 3 fondeurs dans le monde pour toutes les puces. C'est là, l'Europe et les États-Unis veulent devenir indépendants. On en a parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment pas simple, surtout parce que surtout en Europe, on part quand même de vraiment de très bas. Et donc on a bien un projet qui s'appelle le European Chips Act, qui vise à quadrupler notre production d'ici à 2030. Mais il y a quand même des soucis, parfois des soucis assez basiques, parce que je sais pas si t'as vu le prix de l'énergie ces temps-ci. Mais c'est un problème mondial en fait, parce que il y a une crise, le prix de l'énergie explose littéralement. Alors, les gouvernements essayent tant bien que mal de réduire, selon les pays, l'impact direct sur les ménages, mais c'est difficile, et c'est un problème qui est mondial. Il y a eu une crise énergétique depuis fin 2020 en fait, il y a plein de facteurs, il y a les tensions entre la Chine et l'Australie, la sécheresse au Brésil, pénurie de charbon en Inde, tout ça, et évidemment, la demande générale d'énergie a grimpé de 6% en 2021. Et donc, on a eu des trucs comme les émeutes au Kazakhstan. C'est quand même, ça a été assez grave, quoi. Il y a eu le blackout au Tadjikistan, en Ouzbékistan aussi. Et les prix du gaz en Europe ont grimpé apparemment de 450% sur un an. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la TTF. C'est une sorte de bourse hollandaise du gaz. Et donc là, le gaz, c'est 85 € du mégawattheure. Il avait atteint brièvement les 180 fin décembre. Donc le gaz et le charbon, c'est encore 35% de l'énergie de l'Union, donc le gaz seul, c'est 20% dans certains pays, et parfois ça monte à 60%. Donc alors, les principaux fournisseurs sont la Norvège et la Russie, donc à 20 et 43%. Et l'Europe veut transitionner vers le renouvelable, bien sûr, et en Allemagne, on a même viré carrément le nucléaire, et ça facilite pas les choses, là, en l'occurrence. Donc il y a une combinaison de forte demande en période de relance, il y a les conditions météo qui sont pas très favorables depuis un moment, là, il y a le contexte géopolitique vraiment foireux qui est couplé à des choix économiques aussi, qu'on a fait, qui nous reviennent dans la tronche, et ça donne une crise qui pourrait durer des années. Parce qu'il y a 10 ans, l'Europe, elle est passée en fait d'un système de contrat à long terme, pour l'énergie, à une place de marché libéralisée. C'était le Third Energy Package. Puis à l'époque, et puis même pas dans 10 ans, ça a très bien marché, ça tirait les prix vers le bas, mais le problème c'est que fin 2020, ça avait beaucoup changé. Et voilà, donc les Russes nous ont alors proposé de revenir à des contrats à long terme, pour assurer l'approvisionnement, mais personne l'a fait. En partie parce que la mode est aux énergies renouvelables, un contrat avec Gazprom, ça la fout mal. Mais le problème c'est que là, nos réserves de gaz sont historiquement basses, que Gazprom veut pas augmenter les livraisons. La Russie elle-même, elle a ses propres besoins de gaz aussi. Et puis il y a le problème Nord Stream 2 en plus, donc l'hypothétique future pipeline auquel s'opposent l'Allemagne et l'Ukraine principalement, et qui pourrait pousser Poutine à serrer la vis. On parle même pas de la crise d'ailleurs ukrainienne elle-même, qui pourrait encore plus pourrir l'ambiance. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, les restrictions énergétiques donc ça a aussi évidemment des répercussions lourdes sur l'industrie. Il y a Eurométaux, là, qui alerte sur des usines d'aluminium et de zinc qui ferment, ou qui opèrent à des capacités limitées faute à une énergie trop chère. Et en ce qui concerne la chaîne du silicium, donc ce qui nous concerne un peu plus, disons, elle est aussi largement touchée, son prix a atteint des records. Et donc le secteur métallurgique, au sens large, et en particulier du zinc, du cuivre, du nickel, de l'alu, du silicium, qui sont des trucs qui sont très consommateurs d'électricité. Donc si elle est trop chère, la production sera faible, et ça compromet énormément les ambitions du European Chips Act. Ça laisse son jour aussi sur la situation mondiale pour 2022 d'ailleurs. Il y a une des composantes, alors qui est pas aussi importante que les enjeux géopolitiques dont tu parles en matière d'énergie, mais concernant la disponibilité des cartes graphiques, il y a aussi le prix des crypto-monnaies qui est pas élevé. Là, je voyais que l'Ethereum est retombé depuis son pic de début novembre 2021 et qui est retombé divisé par 2. Donc j'imagine que s'il y avait des cartes graphiques et un cours de l'Ether qui remontait violemment, ça pourrait aussi jouer dans la balance.
on va faire du coup un petit détour du côté d'initiatives autour de la capture du carbone. C'est vrai que c'est une espèce d'enjeu qu'on voit régulièrement pointer le bout de son nez quand on parle de réchauffement climatique, parce que, bah oui, l'équation paraît simple finalement, ou pas, mais elle paraît simple aux yeux de certains. On émet trop de dioxyde de carbone et ça contribue au réchauffement climatique. Et ben pourquoi, Guillaume, ne se retrousserait-on pas les mains, ou plutôt les manches, parce que se retrousser les mains c'est compliqué, mais ne se retrousserait-on pas les manches pour recapturer ce carbone tout simplement, enfin? Ben ouais, les recaptures et la séquestration, c'est des technologies qui sont parfois vues comme clés pour nous sortir de la merde climatique. Alors peut-être que oui, ça, bon, je dis pas, mais pour le moment, disons qu'il n'y a pas de quoi être impressionné, quoi, parce qu'il y a un article d'Energy Policy de 2021 qui revient sur pas moins de 263 projets de ce type, donc entre 95 et 2016, il y a un petit recul quand même, et qui conclut que la plupart ont échoué. Et en plus, plus les projets sont gros, plus ils ont de chances de foirer. Quand tu dis la plupart, si je dis pas de bêtises, c'est quasi la majorité. Il n'y a pas de succès qui montre que on peut capturer du carbone de manière efficiente. En fait, non, là c'est la majorité, oui. C'est ça. En fait, voilà, il y en a pas qui sont d'éclatants succès sur des petits trucs à petite échelle, mais par exemple, si on prend des projets à grande échelle moderne, voilà, la seule centrale à charbon dotée d'un système de recapture intégré qui est au Saskatchewan, donc c'est au Canada. Et bien en gros, elle est en panne toutes les 2 minutes, quoi. Et puis donc la station Boundary Dams, qui c'est son nom. C'est le truc qui devait recapturer 90% des émissions d'une de ces sections. Donc voilà, ils ont mis donc il y a eu une grosse centrale et il y a un truc qui devait récupérer 90% d'une des sections de la centrale, mais ça a jamais réussi à faire mieux que 44%. Et pire encore, c'est le cas de la Shell Quest en Alberta. Donc c'est une usine de recapture du CO2 qui était rattachée au complexe de Scotford. Scotford, c'est un complexe qui raffine du pétrole issu du sable bitumeux et qui produit de l'hydrogène avec. Donc le Shell Quest a récupéré 5 millions de tonnes de carbone issues de la production d'hydrogène entre 2015 et 2019. Bon, dit comme ça paraît plutôt cool. Le problème, c'est que l'usine d'hydrogène, elle en a produit 7 millions et demi de tonnes. Et que donc la production de cet hydrogène a un bilan net de 2,5 millions de tonnes de CO2 dans la nature sur la durée, quoi. Y compris sous forme de méthane d'ailleurs, il n'y a pas que du CO2, c'est de carbone, mais pas juste que du CO2, même du méthane qui est encore pire que le CO2. Et c'est vraiment beaucoup parce que c'est quand même l'empreinte de 1,2 million de voitures par an. Alors bien sûr, vous pourriez voir le verre à moitié plein, sans le Quest, on aurait largué 3 fois plus de CO2 dans l'atmosphère pour produire cet hydrogène, après tout, puisque bon, comme le ridicule, la mauvaise foi ne tue pas, mais bon, c'est incontestable que comme hydrogène vert, on repassera. Donc si c'est ce genre de performance qui est atteinte par des technologies de recapture, le moins qu'on puisse dire c'est que ça va pas nous sauver, quoi. Et puis le problème c'est que ça coûte très cher tout ça. C'est le Quest, c'est un projet à 1 milliard de dollars. Et c'est 654 millions de fonds publics. La centrale du Saskatchewan, c'est 240 millions d'argent public, pour un projet encore plus cher. Donc les subventions pour le secteur, elles vont bon train. Le plan de relance de Biden, s'il aboutit un jour, il contient quand même pas moins de 12 milliards pour la séquestration du carbone et la recapture, mais bon, à ce niveau d'argent public, qui est donc notre argent, j'attends une efficacité vraiment super meilleure que ça, quoi, tu vois. Donc voilà, j'espère même que ça soit possible. Sinon tout ça serait vraiment une perte terrible d'argent et de temps, mais bon, voilà, plus que jamais, la seule énergie 100% propre, c'est celle que tu utilises pas. Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas de secret et qu'on commence à voir l'enseignement, effectivement, de l'énergie. Ça devient compliqué de rattraper la machine quand elle est lancée. Et effectivement, il vaut mieux éviter de consommer trop d'énergie. Mais on va pas revenir en détail sur ce sujet. On va continuer dans nos news. Bon, j'espère que je vais rester, Guillaume, un podcasteur technophile enthousiaste, malgré cette rubrique qui, effectivement, vous rappelle les grands enjeux, pas forcément enthousiasmants, mais c'est important quand même. Moi, je suis un podcasteur technophile rabat-joie, donc tu sais, c'est mon boulot. À nous deux, on s'équilibre finalement. C'est pour ça que parfois on fait intervenir des personnes en plus dans Tech Café quand même, pour rajouter une composante en plus, sinon c'est trop simple. Mais bon, on continue en tout cas sur nos news. Effectivement, on parlait du cours de l'Ether qui n'était pas forcément au meilleur de sa forme, en fait celui des crypto-monnaies en général. Et en tout cas, les crypto-monnaies, ça reste un sujet d'actualité aussi à l'échelle nationale, géopolitique, dans le monde, un petit peu partout dans le monde. On sait que la Chine a pris des mesures pour le moins très très fortes pour lutter contre le minage de crypto-monnaies et son utilisation. La Russie est en train de regarder dans cette direction également, Guillaume. Ouais, en fait, c'est même, oui, c'est un truc, le sujet général, on peut revenir sur le sujet général du Bitcoin en particulier, puisque bon, dans ce contexte qu'on vient d'évoquer, là, c'est vrai que le minage de crypto, ça peut quand même facilement être considéré comme un peu luxueux.
Et d'ailleurs, le Kosovo et le Kazakhstan ont réduit ou banni le minage, parce que il faut de l'électricité pour les gens, quoi. Donc la Banque centrale de Russie propose de l'interdire aussi, ainsi que l'usage de crypto, et plus précisément, l'interdiction serait pour les institutions financières. Et elle porterait aussi sur l'échange de crypto-monnaies en monnaie officielle, en monnaie réelle, enfin en monnaie en sous, quoi, enfin je sais pas, vous voyez quoi. Donc, existent les bourses aux crypto, évidemment, difficile de maintenir une bourse si on ne peut rien acheter en dollars ou en roubles, ni revendre. Cela dit, rien ne vous empêcherait de détenir des cryptos, pour le coup. Donc pour le minage, c'est différent, le pays évoque des problèmes énergétiques aussi, c'est comme le 3e pays du mining Bitcoin, désormais, avec 11% du hash rate. Enfin, ça c'était la dernière fois que je regardais en août dernier, mais sinon ça a probablement encore changé, puis ça change tout le temps en fait, les choses changent même très très vite, puisque le 3e pays du minage du Bitcoin était le Kazakhstan, je sais pas si c'est toujours le cas. Ce qui est sûr, c'est que sa activité a explosé complètement aux États-Unis, qui est désormais le pays numéro 1, puisqu'il a au moins 35% du minage mondial. Donc signe des temps d'ailleurs, Intel s'y met. Et oui, il va présenter Bonanza Mine, un ASIC pour mineur Bitcoin. Donc c'est une carte, ça se présente comme une carte avec des dizaines de puces qui savent calculer que des hash, que des SHA-256 j'imagine, des machines qui n'ont donc aucune autre utilité, et donc de futurs déchets électroniques rapides. Mais il faut dire que le marché est juteux, parce que voilà, une machine Bitmain dernière génération, des trucs que tu trouves dans les fermes Bitcoin, ça coûte 11 000 $. C'est pas si démocratique que ça, le minage Bitcoin en fait. Et bon, au moins la machine Intel promet une consommation bien meilleure pour son BZM2, puisqu'ils ont déjà fait un truc BZM1 qui apparemment ils n'ont pas vendu, mais le BZM2 ils ont déjà des clients. Donc je pense qu'ils vont garder leurs clients malgré, comme tu l'as dit, une forte tendance à la baisse des cryptos en général et du Bitcoin en particulier, qui est tourné, quand j'ai regardé, autour de 30 000 €. Il a perdu presque la moitié de sa valeur en 3 mois, donc c'est vraiment, vraiment massif. Et bon, apparemment, les investisseurs vendent manifestement quoi, en masse. La position russe sur le Bitcoin n'est peut-être pas pour rien, mais en fait, la baisse touche tous les marchés. Je l'ai dit, le Nasdaq est en chute libre. Voilà, c'est une des explications, c'est que les banques fédérales et la Fed en tête vont probablement augmenter leur taux d'intérêt pour combattre l'inflation, alors qu'elles avaient eu tendance à les abaisser pour soutenir l'économie lors de la crise du Covid. Mais bon, étrangement, malgré la pandémie, on se retrouve dans une situation d'offre supérieure à la demande, et de montée des prix, c'est quand même 7% aux États-Unis, avec un coût de production qui est aussi à la hausse de presque 10%. Et donc des taux plus hauts, c'est moins de crédit, moins de conso, moins de demande, des prix qui baissent a priori. Bon, une remontée des taux, ça fait aussi que les placements moins risqués comme les obligations deviennent attractifs, et donc les investisseurs récupèrent leur cash pour le mettre ailleurs, je suppose. Bon, au passage, ça montre une fois plus d'ailleurs, attention, que le marché des cryptos n'est absolument pas une valeur refuge. Comme il est présenté. Tu penses que certains pensaient ça encore? C'est pas une valeur refuge, en tout cas isolée des aléas économiques. Je veux dire, là, tout le monde baisse, le Bitcoin se casse la gueule. Souvenez-vous que le Bitcoin avait perdu la moitié de sa valeur lors du grand confinement de mars 2020. Donc, quoi qu'il en soit, bon, voilà, c'est pour revenir à mon sujet, parce que je me crois qu'en fait, j'ai fait une grosse parenthèse. Les US sont devenus rapidement l'Eldorado des mineurs des Bitcoin. Et du coup, le Congrès se pose des questions aussi là-dessus. Oui, c'était ça la news de départ. Comment rendre le Bitcoin plus vert? En tout cas, comment éviter qu'il ne favorise des blackouts catastrophiques? Pourquoi soutenir l'économie du Bitcoin alors que, voilà, il y a des cryptos qui n'ont pas besoin de toute cette énergie, tout simplement. Bon, donc ils ont organisé un débat, en tout cas, voilà, ils ont organisé un débat et des auditions là-dessus. Donc les US doivent quand même encaisser plus d'un tiers de la consommation d'un pays comme la Norvège. C'est pour donner une idée, donc c'est quand même pas rien pour une grille électrique qui a pas toujours brillé par sa fiabilité à toute épreuve, on va dire. Et bon, l'argument du Bitcoin vert qui utilise de l'énergie renouvelable ou sa surproduction semble quand même moins convaincant dans un contexte de crise énergétique. Alors même que le pays veut transitionner massivement vers la voiture électrique, donc les énergies renouvelables vont devoir absorber cette nouvelle demande. Donc le Bitcoin va être en compétition avec des fours, des climatiseurs et des voitures. Donc peut-être qu'un jour, il faudra choisir des priorités. Voilà, bon alors. De toute façon, vous savez tous que je rejoins Harry Duels, qui est prof à Cornell, et qui souligne que si le Bitcoin a introduit la technologie blockchain et qu'on peut lui être reconnaissant pour ça, on dispose désormais d'alternatives plus efficaces. Et il s'y connaît, puisqu'il est co-auteur de l'article qui a inventé la preuve de travail en 1999. Écoute, très bien, c'est bien parce qu'on parle de crypto-monnaie, on va quand même rester dans les crypto-trucs et les blockchains. Juste un petit détour pour nous parler des initiatives autour des, non pas des crypto-monnaies, mais du digital dollar, notamment Guillaume. Et puis, un petit détour quand même du côté des NFT, on ne s'en lasse pas de nos petits NFT semaine après semaine, Guillaume. Qu'est-ce que tu veux, ils sont de l'actu. Alors pour continuer un petit peu, c'est vrai, sur cette lancée crypto, la Fed, encore elle, réfléchit sur une CBDC,
Alors, c'est pas relaxant du tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec le CBD. C'est pas CBD. une chronique décomposant de CBD. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le CBD non plus. Hein. C'est pas du tout. Non. C'est une Central Bank Digital Currency. C'est un sujet chaud. Hein. La Chine a déjà introduit la sienne. Plusieurs gouvernements planchent sur les leurs. Le principe, c'est une monnaie virtuelle, mais centralisée, qui est garantie par une banque centrale. Donc, par exemple, la Fed, si ça venait à se concrétiser aux États-Unis, hein, donc l'argent, évidemment, c'est déjà très largement dématérialisé. Mais là, ce serait pas grâce au Crédit Lyonnais ou à Visa ou autre, hein, ce serait grâce à la Banque de France, si ça se faisait en France. Donc bon, enfin tout le monde, donc voilà, en gros, tout le monde, même ceux qui n'ont pas de compte en banque, pourraient obtenir donc des euros numériques, hein, par exemple, qui seraient en fait une petite dette chacun auprès de la Banque centrale. Alors bien sûr, vous n'aurez pas d'intérêt, mais ce serait sans risque, hein, autant que possible, hein, puisque ce serait garanti par le pays lui-même, en quelque sorte. Donc, d'une certaine manière, les CBDC, c'est à la fois des concurrents aux cryptos, en tant que monnaie virtuelle, hein, après tout en étant totalement l'inverse. Puisqu'elles sont centralisées, elles sont traçables. Bon, enfin, ça dépend des cryptos, mais bon, voilà. Disons que voilà, elles sont aussi peu volatiles que possible. Donc bon, voilà, en gros, poussée au cul par la Chine, qui a déjà la sienne, elle a fait des forcés de s'intéresser un petit peu plus près au sujet, donc elle a sorti une espèce de rapport de 40 pages pour ne pas prendre position ni pour ni contre, bien au contraire. Cela dit... On est bien avancé avec ça. Ouais, bon après, moi je serais assez étonné que la plupart des pays occidentaux finissent pas par en avoir une à la fin de la décennie, quoi, hein, très honnêtement, mais bon. En attendant, la blockchain reste toujours très très à la mode, vous inquiétez pas. Google Labs, donc ex-Google X, va lancer une unité blockchain pour, je cite, les projets de long terme à haut potentiel. Voilà, bon, non, c'est pas vraiment plus. Et un petit peu à l'opposé, on pourrait presque dire Meta et Twitter capitalisent un peu sur la vogue des NFT, puisque Meta projette de permettre la création et la vente de NFT sur Facebook et Instagram, alors que Twitter, via l'abonnement Twitter Blue, promet, lui, d'ores et déjà, de montrer au monde entier tes plus beaux NFT. Bon, concrètement, ça se présente comme une galerie d'images, tout ce qu'il y a de plus normal. La seule différence, c'est que chacune de ces images a coûté cher, et que c'est écrit dans une blockchain quelconque, voilà. Donc des tweetos à hexagone et sans hexagone se battent d'ailleurs en ce moment même sur le sens du mot propriété, qui a apparemment pas le même sens pour tout le monde, mais bon, au-delà de ça, pas de quoi changer des vies, hein. C'est comme toujours avec les NFT, les réactions ont été très intenses, on va dire. Bon, globalement, on a l'impression qu'elles étaient plutôt négatives, même si j'ai pas de chiffres, parce que tu vois, il suffit de lire les commentaires, hein, du tweet d'Anos, finalement, de la fonctionnalité, et de la pub aussi, qui va avec. Il y en a un sacré paquet, hein, mais bon, la pub est rigolote parce que c'est une pub qui est assez lunaire, en fait, puisque quand tu la regardes, on dirait qu'elle fait la promotion de la photo de profil. Tu sais, tu peux changer. Il faut qu'on la décrive peut-être. C'est les vidéos de plusieurs utilisateurs dans des cas réels et on les voit avec une superposition de leur image de profil version donc en NFT qui se placardent par-dessus leur tête dans la réalité. Donc c'est voilà, effectivement on a l'impression qu'ils promeuvent les avatars comme ça de profil. C'est compliqué aussi c'est compliqué de faire la pub pour les NFT, en fait, c'est assez compliqué parce que je sais que cette photo est rattachée à NFT, mais c'est vrai que concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est une image, tu vois, tu mets pour ton profil, comme tout le monde. Que ça soit un NFT ou pas, ça change pas grand chose, sauf dans ta tête, en fait, pour la vie de tous les jours, tu vois. C'est cas pratique, hein. Je vais sur OpenSea, je télécharge l'image du CryptoPunk numéro 698, qui s'est vendu 220 Ethereum il y a 5 mois. Je la mets comme photo de profil sur Twitter, ça marche aussi bien. C'est pas illégal. T'as pas la petite version en hexagone, par contre, qui authentifie le fait que c'est un NFT et pas une simple image de profil. Non, je pourrais être un hexagone, mais je sais pas. Oui, je suis pas un hexagone. Non, tu sais, la restitution de l'avatar habituellement sur Twitter, elle est ronde et Twitter a mis à jour son application pour que si jamais c'est un NFT, ça apparaisse tu vois, et quelque part, tout ce qu'on peut penser du NFT mis à part, vous avez une bonne idée de ce qu'on en pense, la manière dont il tente d'implémenter la particularité que représente le NFT par rapport à une simple, entre guillemets, image, c'est cette version hexagone. Quelque part, graphiquement, je trouve ça malin. Après, ça n'enlève rien au non-sens que ça puisse représenter à nos yeux. Et on est toujours preneur d'avis contraires qui pourront nous ouvrir les yeux sur cette réalité. Mais bon. Ouais. Écoute, c'est vrai que l'intérêt du NFT pour la photo de profil saute pas aux yeux, disons, quoi. Alors, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a presque plus de sens à avoir cet usage-là pour une photo de profil qu'à peu près tous les autres usages théoriques qui nous ont été présentés, en fait. C'est ça qui est assez dingue. C'est quelque part, parmi la galaxie des usages inutiles des NFT, je pense que c'est celle qui aujourd'hui recueille le plus de crédit à mes yeux. Mais l'idée, si tu veux, c'est que si t'achètes un NFT sur sur un CryptoPunk ou sur un exchange là, bon.
Tu l'achètes. Tu l'achètes. Donc ça, tu l'achètes, tu la payes relativement cher quand même. Et ensuite, tu peux l'utiliser sur Twitter. Bon. Ok, moi je peux faire exactement pareil, mais j'ai pas l'hexagone. Bon, okay. T'as pas l'hexagone. Tu conviendras que la différence, elle est pas immense non clair, plus. Ou alors c'est illégal que je le fasse et j'ai pas le droit en fait, mais je sais pas où c'est marqué. Hein. Non, je pense qu'effectivement t'as raison. La différence, elle est, mais quelque part, elle est de deux manières. La différence, elle est graphique, mais effectivement t'as raison. La différence est quand même assez minime, mais elle est aussi dans la portée, dans le sens qu'on pourrait y attribuer. Je pense notamment, par exemple, au petit check de vérification, là, le petit badge bleu qui montre que ton compte a été vérifié. Mais évidemment, dans le cadre d'un compte qui a été vérifié, ça a un sens. Ça veut dire que Twitter, la plateforme, a mis en place un sceau d'authentification sur ton compte et dit que c'est bien une personne reconnue qui tweet. Mais effectivement, dans le cadre des NFT, à part cette reconnaissance, il y a absolument aucune portée. Non, mais le singe qui s'emmerde que tu as choisi pour ta photo de profil, il t'appartient pas. Enfin, non. Je veux dire, bon, tu as d'autres, effectivement, quand tu achètes le NFT, t'as droit à d'autres trucs dans ce cas particulier. Mais bon, dans la plupart des cas, tu vois, ça t'appartient pas, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que la notion de propriété, c'est très compliqué, ce domaine. J'ai une question quiz pour toi, Guillaume. YouTube a commencé à prendre la parole, petite A, sur les NFT, petit B, sur le métavers. Mais sur les deux, mon capitaine. Bon, ils se sont juste exprimés sur les NFT. C'est Suzanne Wojcicki là qui a Wojcicki. Je suis désolé. Wojcicki. Je suis vraiment désolé d'avoir écorché son nom. C'est pas bien. Mais c'est une info là qui est arrivée cet après-midi. Je cite: l'expansion de l'écosystème YouTube est toujours notre priorité, surtout pour aider les créateurs à capitaliser grâce aux nouvelles technologies comme les NFT. Bon, bah voilà, ils prennent la parole sur les NFT, on sait absolument pas comment est-ce qu'ils pourraient intégrer ça. Bon, bref. Mais nul doute que YouTube va proposer bientôt des NFT. Justement, on parle de YouTube, parlons un petit peu des services de streaming, Guillaume, parce qu'on a des petits points d'actualité sur leur croissance ou au contraire leurs limites. Où est-ce qu'on en est côté Netflix et YouTube d'un autre côté? Bah écoute, l'action Netflix est en chute libre, hein. Elle est sous la barre des $400 contre 700 en novembre, ça fait quand même mal. Et pourtant, ils se sont pas écroulés en nombre d'abonnements, donc il faut peut-être préciser qu'il y a de la déception côté de la bourse. Ouais, c'est une des pires chutes techno. Même Apple, qui résiste pas trop mal, a perdu 10% en un mois, mais tout le monde baisse, hein, pour l'instant. Donc la croissance de Netflix, effectivement, se tasse largement, en moins de 10%. Bah c'est assez normal, hein. Une fois que tout le monde est abonné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher de nouveaux abonnés ailleurs. Donc Netflix a déjà 60% de son audience qui est étrangère, c'est-à-dire étrangère aux États-Unis, bien entendu. Et donc c'est son réservoir de croissance, hein. Cela dit, comme le dollar est en hausse, les abonnements en devises étrangères apportent moins. Et donc voilà, en plus, évidemment, la concurrence est très rude. Donc Netflix doit abonder son catalogue avec une cascade de nouveaux contenus chaque trimestre. Donc il a produit pour 13,6 milliards de contenus en 2021. Ça pourrait monter à 19 milliards en 2025. Alors c'est énorme, oui, mais c'est que le début. Parce que le streaming aux États-Unis, finalement, c'est encore que 28% du temps de visionnage et Netflix, c'est que 6% du marché total. Donc il y a encore beaucoup de télé en fait, et puis il y a plein d'autres trucs de streaming. Donc la cible finalement, c'est quoi? C'est 1 milliard de foyers à travers le monde. Netflix n'en a pour l'instant que 221 millions. Et donc Disney à peu près la moitié d'ailleurs. Et les objectifs de Netflix, c'est d'être la nouvelle télé du monde, en gros. Et ça, pour ça, ils pourraient investir jusqu'à 52 milliards par an, jusqu'à 50 milliards par an s'ils arrivent à leur fin, quoi. Bon, pour ça, il faut du cash, évidemment. Du coup, Netflix a augmenté le prix de tous ses abonnements de $1 aux États-Unis. Ça devrait être rentable, hein. Il devrait être rentable en 2022, Netflix, sans trop de problèmes. Mais donc, du coup, ouais, non, il va pas mal du tout. Et la bourse est pas contente parce que sa croissance semble un petit peu palichonne. Mais bon, voilà, Disney Plus a grossi, lui, énormément, de 60% sur un an. Mais évidemment, il partait de bien plus bas. Et comparer les deux, effectivement, il faut voir d'où ils partent et l'ancienneté du service, effectivement. Et YouTube, du coup, dont je parlais juste avant, on a du nouveau sur les contenus exclusifs YouTube, Guillaume. Oui, il s'arrête. C'est-à-dire qu'en gros, YouTube va arrêter de produire des contenus originaux. Est-ce que t'en as regardé un? Est-ce que tu peux me citer un contenu YouTube exclusif? Je suis incapable de t'en citer un, mais... Non. Enfin, ils vont continuer pour YouTube Kids et pour le Black Voice Fund, mais sinon, je sais pas, en 6 ans quand même. Hein.
Est-ce qu'il a vraiment produit un hit au YouTube Originals? Et c'était des gros montants qui étaient investis, je sais plus du tout les chiffres en tête, mais je suis très étonné quand j'ai préparé l'émission sur la base de l'éditorial que tu as préparé avant l'émission. Je me suis posé la question, mais c'est vrai en fait, YouTube, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et j'ai été incapable de me souvenir de quoi que ce soit. J'ai regardé vite fait, j'ai pas trouvé. Mais bon. Bah écoute, en tout cas, ça sent la fin pour YouTube Originals. Alors, pour YouTube tout court, ça va, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Pour cette partie-là. On va parler un petit peu de régulation, parce qu'on a là aussi des news, et on sent que c'est un vent global de régulation vis-à-vis des services tech, et en particulier l'Europe et les États-Unis, qui se tournent donc vers Apple, toujours avec ces sujets de mise en concurrence des App Store et de l'ouverture de ce qu'on appelle le sideloading. Hein. Et puis, il y a aussi également la mise en avant des services qui sont promus par la plateforme, c'est-à-dire quand tu es chez Google, les régulateurs souhaiteraient peut-être que Google mette un peu moins en avant ses autres services, Guillaume. Oui, pas que Google, mais c'est vrai que l'air du temps, c'est la régulation des GAFAM. Clairement, Google et Facebook en tête, d'ailleurs nettement, puisque aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on planche sur des règles plus strictes en matière de pub en ligne, déjà, aussi. Donc le Parlement européen a adopté des amendements pour le Digital Service Act. Donc c'est un ensemble de lois qui est prévu pour entrer en vigueur en 2023. On avait déjà aussi parlé, je crois, du DMA, le Digital Market Act, Oui. Donc qui est complémentaire et qui concerne plus les positions dominantes. Donc le DSA, c'est pour les comportements des plateformes au niveau de la pub et des contenus illégaux. Donc par exemple, tout deepfake devrait être signalé comme tel. Donc ce sera illégal de faire passer un deepfake pour réel, même implicitement en fait, hein, même si tu vois, juste ne rien dire. Il y aura aussi les dark patterns qui seront, ce qu'ils appellent les dark patterns qui seront visés. Donc, c'est-à-dire, en gros, quand le site web te pousse, te nudge, entre guillemets, tu vois, à faire ce que veut le concepteur, tu vois, ça sera aussi interdit. Bon, l'exemple le plus courant, c'est, en ce moment, c'est le formulaire de consentement qui est immédiat à accepter et compliqué à refuser, quoi, ce genre de truc. Donc, mieux encore, hein, quand même, la publicité ciblée deviendra interdite pour les mineurs. Donc, les mineurs, les gamins, hein, pas les mecs du Bitcoin. Donc, l'utilisation des données sensibles comme la religion, la santé, etc. seront aussi interdits. Seront interdites pour tous, même d'ailleurs. Et les pubs devront être transparentes aussi sur qui a payé pour. Bon, alors si vous pensez que l'Europe est sévère déjà, parce que ça c'est quand même... tout ce que je viens de dire, c'est quand même assez lourd déjà pour Facebook par exemple, hein, mais pas seulement. Bien, si vous pensez que l'Europe est sévère, attendez voir ce que préparent les démocrates aux États-Unis, parce que le Banning Surveillance Advertising Act interdirait tout ciblage publicitaire fin, donc il restera plus que les données très vagues. Voilà, le sexe, la position, et encore la position dans une grande zone. Pire encore, un groupe bipartisan de sénateurs propose 2 projets qui affolent littéralement la tech. Hein. C'est le American Innovation and Choice Online Act et le Open App Market Act. Et le Open App Market Act, vous devinez peut-être de quoi il s'agit. Hein, ben oui, c'est bien ça. Ce dernier veut promouvoir la compétition entre App Store. Alors que le premier veut interdire les boîtes de favoriser leurs propres produits par rapport aux concurrents. On sent Apple déglutir à la lecture de ces propositions. Alors, c'est clair que Apple et Google, ils sont pas très fieros, ils font pas les fieros. Google, en plus, pour le Choice Online Act, alors clairement, lui, il est en plein dedans parce que, évidemment, qu'il promeut via Android, mais vraiment beaucoup, hein. Je veux dire, toute sa galaxie de services immenses que vous connaissez tous, hein. Donc, voilà, ils sont vent debout, comme on dit. Même si je me rends compte qu'en fait je comprends pas trop le sens de cette expression en fait, mais bon, ils sont vent debout contre, parce qu'évidemment c'est quand même les business models, les cœurs de métier même d'Apple, Google et Facebook qui sont visés directement par ces différents trucs, hein. Donc ça chauffe carrément. Bon, le lobbying a déjà commencé sur tous les fronts, et ça avec toutes sortes d'arguments d'ailleurs, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Il y a Google qui a pris la parole, même en alarmant les régulateurs sur le fait que, avec cette nouvelle législation, ça pourrait changer en profondeur le fonctionnement des résultats de recherche. Ça pourrait même être une question de santé, voire, tiens-toi bien, Guillaume, de vie ou de mort. On pourrait, par exemple, figure-toi, quand tu recherches des choses là en urgence, là pour aller vers la clinique la plus proche, on pourrait plus te renvoyer vers Google Maps, qui est si vital pour indiquer aux utilisateurs l'emplacement des hôpitaux ou pourquoi pas des centres de vaccination. Google assure que son moteur de recherche pourrait aboutir à des réponses de mauvaise qualité, y compris sur des sujets cruciaux, notamment sur les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Il pourrait plus y avoir les bons résultats. Alors je dois dire quand même que il y a une fraction de seconde, pendant une fraction de seconde à la lecture de ce type d'infos, mon cerveau effectivement souligne à quel point la fiabilité des résultats de recherche en matière de santé chez Google est, et je l'ai déjà dit, bien plus efficace que sur d'autres moteurs de recherche.
c'est vrai qu'il y a d'autres moteurs de recherche que je trouve hyper limites sur la mise en avant de certains trucs et certaines positions autour d'enjeux forts comme ceux de la vaccination, du Covid, etc. De là à dire que c'est une question de vie ou de mort que Google puisse promouvoir ses propres services pour être efficace, je pense que on est aux portes du ridicule et que il est grand temps que la régulation puisse avoir quand même un petit peu lieu, je pense. Tu penses que malgré tout, derrière tout le sarcasme qu'on peut voir, peut-être qu'il y a certains enjeux qu'on prend pour acquis aujourd'hui dans la qualité des résultats de recherche de Google qui pourraient être mis à mal, non? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on y réfléchisse 2 secondes? Oui, oui, alors c'est clair que les services sont pas tous des qualités équivalentes. Après, de là à dire que... Parce que si tu pars comme ça, tu peux jamais rien changer. Puisque c'est le meilleur, ça va rester le meilleur. Et donc, si on change, on va avoir quelque chose de moins bon, donc on reste perpétuellement sur le meilleur. Donc ça veut dire que pour l'éternité, tu as Google et que ça pourra jamais changer et qu'il y a jamais aucune... sur la peur. Bah évidemment, il joue sur la peur pour empêcher une quelconque concurrence d'émerger, ne serait-ce que dans ton esprit. Donc, à un moment donné, oui, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Donc, soit tu veux rester dans l'immobilisme le plus total, et puis est-ce que voilà, tu penses que c'est la meilleure sécurité, ce qui est pas clair du tout en fait, puisque quand un auteur quand un acteur a le monopole, c'est pas du tout évident qu'il soit d'une qualité top niveau, c'est pas vrai. Hein. Donc bon, je trouve que c'est un argumentaire qui est oui, comme tu dis, qui est quand même un peu comment dire, ça paraît un petit peu lourd, un petit peu, tu vois. C'est une question de vie ou de mort. Vous vous rendez pas compte, vous allez ouvrir des milliers de morts à cause de votre régulation, c'est pas bien. Et bientôt, Apple va te dire que c'est une question de vie ou de mort qui garde leur App Store. D'ailleurs, ils le disent déjà. Hein. Ils le disent déjà, oui, j'allais te dire qu'effectivement, c'est déjà... Apple, ils sont en train de hurler sur tous les toits aux États-Unis et partout d'ailleurs, ils sont en train de hurler sur tous les toits que si jamais cette loi, une des lois donc que je disais là, Open Market Pass là, ça va complètement détruire iOS, que tout le monde va être en danger, que ils pourront plus rien contrôler, que ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres, etc. Attention, ils sont en train de semer la panique. Moi, je me sens bien mis en garde, en tout cas, Guillaume. Un dernier mot pour conclure, pour savoir si ça a sa place dans le journal des bonnes nouvelles, et si oui, est-ce que c'est comme une vraie bonne nouvelle ou comme quelque chose d'ironique. La Commission européenne a mis sur la table j'ai toujours du mal avec le chiffre. 200 000 euros, c'est un programme qui a été présenté le 19 janvier. Pourquoi 200 000 euros? Eh bien, pour, en gros, organiser une sorte de bug bounty autour de quelques logiciels libres phares et très utilisés, a priori en tout cas. Il y a LibreOffice, il y a Mastodon, j'ai été un petit peu plus étonné de le voir dans la boucle, Odoo, CryptPad et Leos. Et en fait, je voulais mettre cette information en regard de ce qu'on a déjà dit avec les failles comme Log4Shell par exemple, dont on a déjà parlé dans des précédents épisodes de Tech Café, où on voit bien à quel point les logiciels, les applications open source, les services open source sont parfois maintenus par quelques personnes de manière un petit peu isolée et ne remplissent pas les enjeux de sécurité qu'on pourrait en attendre, faute de moyens quelque part. Alors, Guillaume, 200 000 euros, bon début, ou est-ce que c'est un petit peu ridicule d'organiser ce genre de choses à l'échelle de la Commission européenne avec un tel montant? C'est jamais ridicule. Après, c'est un bug bounty, donc c'est une initiative qui est ponctuelle, j'imagine. C'est tout à fait ponctuel et c'est spécifiquement sur ces logiciels-là. Voilà, mais donc, évidemment, ça peut ouvrir la porte à d'autres programmes, hein, évidemment. Derrière. Donc c'est bien. Après, évidemment, c'est hyper insuffisant et ça résout rien du tout. Mais il faudrait systématiser quelque chose, en fait. Hein, c'est ça le souci. Est-ce que là, c'est ponctuel? Ils font bug bounty, c'est bien, c'est toujours bien. Après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Évidemment que non. Bon. Je pense que c'est en gros une phase pilote. En tout cas, moi, vu de l'extérieur, j'ai envie de le voir comme une phase pilote qui pourrait s'ouvrir vers des programmes plus conséquents et plus durables. On enchaîne avec une autre rubrique, beaucoup plus axée autour du matériel. C'est vrai que vous avez peut-être vu dans l'actualité, ça a été pas mal partagé dans les grands titres, hein, et pas que dans l'actualité tech, des enjeux autour de l'aviation civile américaine qui seraient cloués au sol à cause de l'installation de la 5G. Guillaume, explique-nous ça. J'ai très peur de prendre un avion pour les États-Unis maintenant. Mais oui, bien sûr. Alors, la 5G est-elle problématique pour les avions? Parce que ce mois-ci, on a vu des vols à destination des États-Unis annulés par dizaines, et un gros scandale là-dessus. Pourtant, vous avez aussi remarqué peut-être qu'il s'est strictement rien passé de spécial en Europe.
Donc le cœur du sujet vient de possibles interférences entre les altimètres radars des avions de ligne et les stations 5G, dont les fréquences peuvent être proches, puisque les altimètres radars, qui sont d'une importance capitale évidemment, puisque pour les avions qui peuvent littéralement utile, pas se poser quand la visibilité n'est pas est, bonne, bien sûr, et puis voilà, quand il n'y a pas de visibilité, tu peux juste pas te poser. Donc les altimètres, ils ont une fréquence ils utilisent une fréquence qui est entre 4.2 et 4.4 GHz, et la 5G, elle utilise des fréquences qui sont pas très loin en fait, entre 3.4 et 3.8 en Europe, et entre 3.7 et 3.98 aux États-Unis. Et donc il y a une marge, mais elle est pas énormément, elle est pas énorme, et en plus elle est même plus faible aux États-Unis. Donc en Europe et en France en particulier, la puissance et la hauteur des antennes déterminent en fait la distance minimale avec une piste d'atterrissage où on peut les mettre, quoi. Donc les antennes sont aussi orientées de manière à minimiser les ondes pour envoyer le moins possible d'ondes vers les zones à risque. Et bon, l'aviation civile déplore aucun phénomène d'interférence entre 5G et altimètre, pour l'instant. Et bon, aux États-Unis, c'est la FAA, donc la Federal Aviation Administration, qui est censée s'occuper de ce genre de questions, quoi. Ce qu'elle aurait dû faire, d'ailleurs, parce que c'est des tests, elle aurait dû faire des tests avec différents altimètres de différentes marques, et en déduire des mesures plus ou moins restrictives, pour le placement des antennes. Donc elle a eu 2 ans pour le faire, et elle l'a pas fait. Elle le fait maintenant en catastrophe, en gros. Donc c'est un peu un scandale. Le secrétaire d'État au transport et la Maison-Blanche, en fait, elle-même ont dû intervenir personnellement, si j'ose dire, et pour qu'ils se bougent, quoi. Donc en une semaine, ils ont certifié 13 altimètres qui concernent des dizaines d'avions, et pour le moment, Verizon et AT&T donc ont mis en place des zones tampons, donc sans 5G tout simplement, dans les aéroports. Donc tout roule, tout vole, à nouveau, mais quand ces restrictions volontaires vont cesser, c'est-à-dire dans 6 mois, il y a de fortes chances que les certifications tombent. Donc soit la FAA sera prête, soit elle va encore être à la bourre, et voilà. Bon, en plus, les opérateurs vont commencer l'exploration de bandes un petit peu plus hautes, entre 3.8 et 3.98. Donc voilà, ça a une chance de repartir en couille. Mais bon, nulle part pour le moment on a aperçu le moindre problème entre 5G et avion, quand les choses sont faites correctement. Les compagnies aériennes ont fait d'ailleurs leurs propres tests, et ça vole. C'est une forme d'amateurisme quelque part, mais ou peut-être de trop grand souci d'alarmer une situation, on va savoir. Je pense que de toute façon, effectivement, quand on parle d'aviation, il vaut mieux redoubler de précautions. Et je voyais dans les articles qui étaient soulignés la manière dont c'était mis en œuvre, notamment en France, en Europe. Donc, écoute, pour une fois, notre excès de précaution est valorisé, c'est plutôt pas mal. Guillaume, tu voulais reparler, maintenant qu'on les a bien digérés dans notre société et dans leurs usages, les fameux AirTags d'Apple, vous le savez, ce sont ces petites pastilles. Bien sûr, Guillaume, bien sûr que j'ai des AirTags. Tu me poses enfin la question si j'ai un AirTag, bien sûr. Mes clés de maison sont équipées notamment de AirTags, et nombre de fois j'ai pesté, et je ne l'ai toujours pas fait, que le doudou de mon fils ne soit pas équipé d'AirTags parce qu'il a une fâcheuse tendance à le planquer dans des endroits improbables. Mais je pense que c'est un plaisir vicieux de sa part. Il le planque à peu près partout où c'est compliqué de le trouver. Et le soir, au moment de coucher mon fils, forcément, il lui manque son doudou et on passe parfois très longtemps à le chercher. Et c'est rare pourtant les nuits où il a pas pu dormir avec son doudou. Bref, je m'égare, mais non, j'ai toujours pas mis de AirTag autour du cou de son doudou quand même. Mais il faut. Non, mais je doute pas que les AirTags. Je sais pas quand même. Mais si, il faut mettre des mouchards partout. C'est ça le truc. Je doute pas que les AirTags puissent être utiles au quotidien à plein de gens d'ailleurs. Mais bon, alors évidemment, ils sont utilisés aussi à d'autres fins. Donc il y a plusieurs cas de vol de voitures qui ont été signalés, des gens qui suivent des voitures de luxe, qui les intéressent jusqu'au domicile ou un endroit peinard où ils viennent se servir. Il y a un grand nombre de cas de stalking aussi, qu'on retrouve en nombre significatif sur les réseaux sociaux, même à la télé. Il y a un cas à CBS Morning d'ailleurs qui sont apparus, mais bon, il n'y a pas forcément toujours de chiffres là-dessus ou de confirmation officielle, c'est un peu plus dans l'ordre de la rumeur. Mais bon, du coup, oui, forcément, les AirTags sont utilisés pour le meilleur et pour le pire, ou autre. Et puis bon, il y a une histoire rigolote, par exemple, de cette épouse de militaire, qui n'en est pas à son premier déménagement, mais là, c'est quand même loin, parce qu'elle va du Colorado dans l'état de New York. Et bon, elle n'a pas totalement confiance dans ses déménageurs, vous savez ce que c'est. Alors elle place un AirTag dans le carton. Comment ça, vous savez ce que c'est? C'est quoi ça? Non, mais après, il y a un feeling avec les déménageurs. Toi, t'as un bon feeling, t'as un feeling... Et toi, c'est quoi ton feeling? T'as un bon feeling ou un mauvais feeling? Moi, j'ai eu plutôt des bons feelings. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé, globalement, on va dire. Bon. Mais bon. Dans tous les cas, elle a pas eu un bon feeling, et elle a placé un AirTag dans le carton de jouet de son fils. Et patatras, voilà. Les déménageurs ont eu quand même 1 mois de retard. Mais Valérie, qui s'appelle Valérie, c'est déjà où ils sont. Et voilà, ils prétendent être dans le Colorado, alors qu'en fait, ils sont dans le New Jersey. Bon. Menteur. Valérie a été livrée plus tôt, mais il y a des cartons qui ont été perdus. Enfin bon, bref. Donc voilà, l'AirTag a été utile, tu vois, mais voilà,
pouvoir espionner tout le monde facilement et pas cher. Est-ce que ça rend le monde meilleur? Est-ce que le monde dans lequel n'importe qui peut espionner ses déménageurs est meilleur ou pire? Ou est-ce que c'est juste un mélange des deux? C'est rigolo. Ça me fait penser un petit peu aux questions à la Black Mirror, hein. Il y a toujours des dérives qu'on peut pointer du doigt et qu'il faut avoir à l'esprit. C'est aussi notre rôle dans le podcast, c'est de vous tenir au courant de ces enjeux-là. C'est pratique quand même, les AirTags. Bon, autre chose qui est pratique, maintenant que vous êtes tous, hein, j'en doute pas une seule seconde, vous êtes tous équipés de Wi-Fi 6 maintenant. Hein. Bon, si c'est pas le cas, signalez-vous. Mais on nous annonce très prochainement, Guillaume, le Wi-Fi 7. Et oui, les normes de Wi-Fi se succèdent et ne se ressemblent presque pas. Enfin, si, on se ressemble, mais bon. Le Wi-Fi 7 était en démo CES grâce à Mediatek. On n'avait pas parlé d'ailleurs, mais il faut dire que les premiers appareils compatibles sont pas pour tout de suite en fait. Je pense que c'est même pour 2 ans, peut-être 3. Parce que 2023, ce sera pour avoir une certification finalisée, peut-être même 2024 pour avoir des appareils. Mais bon, on en profite pour faire un petit rappel quand même sur les normes Wi-Fi, parce que c'est un peu compliqué en réalité cette histoire. Hein. Parce qu'il faut se rappeler que le Wi-Fi 1, qu'on appelait Wi-Fi A, c'était surtout pour les entreprises, et que le Wi-Fi 2, c'était le Wi-Fi B. Donc le 802.11b, pour être précis, qui a marqué le début de la démocratisation un petit peu vers 2000. Donc les deux étaient à l'époque des technologies qui étaient un peu différentes en fait. Et le Wi-Fi 3, c'est le Wi-Fi G, en 2003. Et puis ça a été utilisé à cette époque, c'était quand même bien utilisé, c'était 54 mégabits par seconde, souvenez-vous. Et c'est le Wi-Fi qui a unifié la norme. Et donc en 2009, on a eu le Wi-Fi 4, le Wi-Fi N, donc, à l'époque, qui utilise la bande des 5 GHz et qui apporte le MIMO. Donc c'est le Multiple Input, Multiple Output, avec plusieurs antennes. Et on passe à 150 mégabits seconde. Et c'est un Wi-Fi qui est encore utilisé aujourd'hui dans certaines vieilles box. Hein. Et après, évidemment, il y a eu le Wi-Fi 5, donc le Wi-Fi AC, donc qui date de 2013 et qui est encore très très courant. Donc il change de modulation, hein, donc lui, et puis il augmente la taille des canaux hein, et le nombre de flux MIMO. Donc il a été introduit en 2 vagues et au final il atteint quand même les 1733 mégabits par seconde. Donc, et c'est je pense le Wi-Fi que la plupart d'entre nous utilisent encore. Et donc en 2021, tu l'as dit, on a finalisé le Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, qui offre une meilleure latence et des débits jusqu'à 11 gigabits seconde. Et là, une grosse nouveauté, c'est qu'on monte à 6 GHz de fréquence, et qu'on passe aussi au MU-MIMO, donc le Multi-User MIMO. On réduit la carte entre les sous-porteuses, voilà, on peut les partager entre plusieurs utilisateurs, selon les besoins. On réduit la consommation aussi en mettant tout le monde en veille le plus de temps possible, donc c'est quand même une grosse évolution, et la fréquence peut être d'ailleurs aussi bien plus faible. C'est assez intéressant ça, puisqu'elle peut baisser à 1 GHz. Donc ça, parce qu'en fait, on peut avoir une meilleure portée à 1 GHz, ou avoir une meilleure liaison. Plus une onde a une fréquence haute, plus elle est facilement stoppée ou déformée, ou plus elle interagit facilement avec l'environnement. Par contre, chaque gamme de fréquences pose des problèmes de certification dans chaque pays, donc du coup c'est beaucoup plus compliqué, mais bon. En tous les cas, c'est une possibilité technique. Et donc pour le futur Wi-Fi 7, qui sera aussi appelé Wi-Fi BE, lui il promet 30 gigabits par seconde. Il utilise ensemble donc les fréquences 2.4, donc les canaux autour des fréquences 2.4, 5 et 6 GHz en simultané. Donc il peut aussi utiliser des canaux super larges, ce qui peut aussi poser problème d'ailleurs. Donc voilà, et en fait, c'est plus ou moins, la promesse c'est quand même la fibre en Wi-Fi, quoi. Hein, et c'est vrai que... Alors, faut garder à l'esprit quand même que tous ces débits sont théoriques. Hein. Tout ce que j'ai dit là, c'est ultra théorique. Déjà, il faut faire passer les métadonnées des paquets, de base. Et en pratique, si vous avez la moitié de ce débit, c'est déjà génial. Quand tu changes de pièce, ça risque de se dégrader vraiment beaucoup. Cela dit, surtout en 6 GHz, parce que le 6 GHz, ça passe bien, mais c'est aussi avec une portée beaucoup moins importante. Cela dit, les progrès sont quand même impressionnants, quoi. Hein. Souvenez-vous des premiers Wi-Fi, alors qu'en Wi-Fi 6, enfin 6E, pour être précis, on peut atteindre le gigabit par seconde avec son routeur, quoi. Donc c'est le débit d'une connexion filaire, de bonne connexion filaire. Donc oui, ça avance et ça continue petit à petit, mais bon, comme tu dis, le Wi-Fi 6 est encore très loin d'être généralisé. Bah oui, on n'est pas nombreux, je pense. Enfin, moi, j'y suis pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde encore aujourd'hui équipé, en tout cas chez lui, de Wi-Fi 6. Et il y a le temps de voir venir. Ne jetez pas tout de suite votre box. Je pense que ce serait vraiment un mauvais move. Est-ce que tu as vu passer cette info, Guillaume, autour de, je sais pas comment la prononcer, du coup, l'iSIM. Je voudrais la différencier de l'eSIM. Oui, l'iSIM, qui me fait à chaque fois penser à ce combattant de Street Fighter 2 qui étend ses bras et ses pieds. Mais le principe est le suivant. C'est après avoir connu la petite carte
carte en plastoc que vous mettiez dans le tiroir de votre smartphone après avoir découvert l'eSIM, donc le composant qui est à l'intérieur de votre smartphone qui remplace cette puce en plastique amovible. Eh bien voilà arrivé, nous l'a présenté Qualcomm, Thales et Vodafone, cette intégration finalement de la fonctionnalité de SIM dans le processeur, dans un souci principal de gain de place, avec des évolutions, notamment la possibilité de gérer plusieurs comptes, de bénéficier d'améliorations en matière de sécurité et surtout peut-être d'aider au déploiement de la connectivité sans fil avec des appareils portables, des montres, des casques de réalité virtuelle. Guillaume, est-ce que tu as des détails à nous donner sur cette proposition ou est-ce qu'on reviendra dessus dans un avenir proche? Non, enfin après ça va surtout dans dans la direction classique d'une intégration de plus en plus importante, quoi. On est passé d'un slot dans lequel on mettait un truc externe à une petite puce sur la carte mère, mais qui était quand même qu'il fallait quand même caser, quoi. Et là on la case dans le système sur puce. Donc voilà, c'est pas beaucoup plus impressionnant qu'avoir une enclave sécurisée dans un processeur qui sont très courantes, hein. C'est juste que voilà, ça permet d'intégrer encore plus le truc. Donc du coup, oui, c'est plus simple pour faire des designs de cartes mères, etc., etc. Et puis tu peux intégrer les trucs, et puis évidemment tu peux probablement aussi changer intégrer de nouvelles fonctionnalités. Mais oui, t'as à peu près tout dit, hein. C'est juste ça. On va voir une petite parenthèse sociétale dans notre actualité parce qu'on revient sur un marqueur fort de la communication en ligne. Vous vous souveniez du temps de l'âge d'or des gifs animés qui a été bouleversé par l'âge d'or du flash, mais le gif est revenu en force et a vécu des belles années, des années glorieuses. Mais Guillaume, il semblerait que la tendance s'inverse à nouveau. Ouais, c'est une petite parenthèse sociologique, je sais pas. Est-ce que tu utilises, toi, les gifs animés, d'ailleurs? Oui, sauf que maintenant, j'ai lu ton article et j'ai l'impression d'être un vieux con. Du coup, je ne le fais plus. Et moi, ça m'arrive aussi, hein. Bon, c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il y en a tellement de rigolos, finalement. Et puis bon, Une image ne vaut-elle pas 1000 mots? Hein, voilà, fut-elle en 256 couleurs? Bon. Figure-toi que le gif est en train de devenir ringard, effectivement. Sur Twitter, Taylor Swift s'est fait traiter de mamie pour en avoir utilisé. Et oui, qui utilise des gifs en 2020, pourrait-on demander, comme Repslover13, ce tweetos qui a été peu indulgent avec Mamie Swift quand même. Et oui, parce que désormais les jeunes, comprendre la génération Z sur la fin de la génération Z, donc rien à voir avec Zemmour, hein, je vous rassure. Oh oui. Voilà, c'est la fin de la génération Z, de ça aux vieux. C'est-à-dire les autres, les boomers, la génération X et même les millennials. Hein. Enfin bon, en reconnaissant que cette catégorisation, c'est pour donner une idée, parce qu'en vrai, c'est complètement bordélique. Donc la génération X, elle est soit constituée déjà entre 66 et 76, soit entre 61 et 81, soit entre 62 et 71, selon les sources. Et les millennials, c'est pareil, hein. Ce serait soit entre 80 et fin 90, soit entre 84 et 96. Donc, grosso merdo, j'ai aucune idée de la génération à laquelle je suis concrètement. C'est des points de repère et c'est des tendances, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. La seule certitude que j'ai, par contre, c'est que je suis très vieux. Voilà. Le fait que j'ai commencé à utiliser des ordinateurs avant Internet, et que ceux-ci n'avaient pas encore d'écran couleur, je pense que c'est un critère sûr pour me situer parmi les dinosaures, voire les crocodiles Amstrad, hein, bien sûr. Donc voilà, la préhistoire, avant que la civilisation MySpace n'émerge. Parce que j'ai même assisté à la naissance du GIF. Souvenez-vous, un beau jour de 87. Et à l'époque, hein, vous le croirez si vous voulez, le GIF était fixe, hein, c'était pour stocker des images, quoi. Mais il offrait la transparence. C'était incroyable. C'était lossless. Alors, ce n'est que plus tard que le JPEG est arrivé, puisque le JPEG est venu au monde la norme date de 92. Donc c'était avant, en fait, hein, à l'époque où on n'avait pas vraiment de photos sur ordinateur et que donc il fallait faire du lossless. Donc le GIF, évidemment, lors de l'explosion cambrienne des premiers sites internet, a connu un boom incroyable. Parce que bon, ça a permis de folles extravagances, hein, comme des bannières animées, des titres et des boutons clignotants. C'était le dernier chic à l'époque. Mais bon, toute cette créativité débridée et touchante, cette liberté esthétique qui donnait l'impression que le monde entier était devenu daltonien, a pas survécu à la grande extinction des années 2000. Parce que progressivement, les plateformes l'ont écarté, et l'apparition des chartes graphiques que les grandes marques ont imposées a ringardisé le GIF, qui s'est retiré dans l'ombre, voilà, redevenant un vieux format d'image. Et pourtant, tu sais qu'un truc obscur, c'est un truc potentiellement cool. Et avec les années 2010, avec Tumblr, 4chan, Reddit, les gens ont commencé à faire des mèmes et même des mini-boucles vidéo. Et le GIF est devenu un support de choix pour ça. Et donc il y a eu une nouvelle explosion cambrienne de créativité qui a conduit à la foule de mèmes animés, de GIF utilisés, qui est aussi comme une sorte de super emojis, quoi.
Et à l'époque, il fallait les faire. Ou les télécharger exprès et les sauvegarder sur son disque dur. Pensez-vous, un disque dur. Qui utilise encore un disque dur en 2020 d'ailleurs? Donc on les a oubliés aujourd'hui, mais il y a quand même une foule de gens qui ont créé cette avalanche de petites animations que maintenant tu trouves juste en cherchant sur Jiffy, quoi. Et donc un temps, ça a été un outil de niche et contre-culture. Le GIF est maintenant devenu totalement mainstream, puisque voilà, il est intégré dans pratiquement tous les outils de messagerie possibles, et puis grâce à la pandémie, tout le monde, à peu près, est sur tous les outils de messagerie. Donc en gros, ta maman, ton tonton, ton grand-papy peut envoyer des mignons qui te souhaitent bon anniversaire, ou Leonardo DiCaprio qui porte une toast. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que ta maman t'envoie des GIFs animés? Non, pas. Non, mais ma mère, elle est pas très tech. Mais bon, en tous les cas, non plus. les GIFs animés sont utilisables par tout le monde, donc, et en particulier par les plus âgés, on va dire. Et c'est pas très étonnant, du coup, que ce soit le début de la fin pour le GIF, qui est en train de devenir ringard, puisque, évidemment, c'est utilisé par tout le monde, donc c'est plus vraiment cool. Et bon, en plus, TikTok et Instagram ont généralisé les vidéos autoproduites. Donc il semble que les jeunes préfèrent voir une vidéo que tu portes un toast toi, plutôt que le GIF de Leonardo, qui a déjà été vu 800 millions de fois, quoi. Alors, GIF animé, c'est vrai que, du coup, peut être perçu comme un peu impersonnel, tu vois, voire fainéant. Bon, écoute, donc sachez-le donc, envoyer un GIF animé peut vous classer comme vieux par une partie de la population jeune. Alors, du coup, attention, loin de moi l'idée de vous dissuader d'en envoyer, cela dit. Vous faites ce que vous voulez, et puis surtout, c'est une question de perception. C'est une question d'époque, c'est une question de mode, de cycle. Puisque bon, en tant que vénérable ancêtre, qui en a déjà vu plusieurs, je ne serais pas du tout surpris que le GIF tombe en désuétude et revienne encore dans 10 ans. Ah oui, Guillaume, tu as raison. Ouais, c'est bien possible. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette mode j'aime pas ce terme en plus, mais du rendu pixelisé, qui suit quelque part parfois un petit peu ces mêmes mouvements. Il a pu être, du coup, on a pu évidemment baigner dans les rendus pixelisés parce que les rendus graphiques, notamment des jeux vidéo à l'époque, ne nous permettaient pas les restitutions avec des résolutions plus modernes. Et puis après, il y a eu cette chasse un petit peu à la restitution en pixels et j'ai l'impression quand même qu'entre-temps, il y a eu un retour à l'état de grâce du rendu pixelisé. On voit plein de NFT d'ailleurs qui sont hyper emblématiques comme ça d'un rendu assez pixelisé. Donc voilà, le GIF, le rendu pixel, sachez que c'est des modes, ça va, ça vient. Mettez vos GIFs au chaud pour la nouvelle vague de mode du GIF. En attendant, Guillaume, une dernière actu avant qu'on parle de jeux vidéo. On a des news que Guillaume vous a sélectionnées pour les jeux vidéo. Ne partez pas tout de suite. On va reparler un petit peu de Facebook qui choisit Nvidia. Oui, Facebook a annoncé en toute simplicité qu'ils étaient en train de déployer le plus gros superordinateur du monde pour l'intelligence artificielle. Voilà. Ils l'ont appelé le RSC pour Research Supercluster. Alors ça sera fini en mi-2022, ça alignera 5 exaflops en précision mixte. Il me semblait que c'était la Chine qui détenait le record précédent. Je savais que tu allais me poser cette question. Je savais que tu allais me dire ça. C'est vrai que si vous suivez ce podcast, vous savez que l'exaflop, c'est mon dada et que je m'égare parfois un petit peu les yeux dans le vague à discuter des futurs super ordinateurs qui devraient briser cette barre symbolique et techniquement très haute de l'exaflop. Voilà. Donc, alors c'est devenu un enjeu stratégique d'avoir les machines toujours plus puissantes que son voisin, c'est pas d'hier. Et l'exaflop, ça représente une course finalement entre divers pays pour atteindre les 1000 pétaflops. Et bon, et voilà-t-il pas que soudain Facebook a la ligne peinard, non pas 1, non pas 2, mais 5 exaflops. Alors attention, la barre de l'exaflop a été placée il y a belle lurette, pour comprendre 2 ans à peu près, si on parle de calculs en faible précision, qui suffisent néanmoins pour entraîner les modèles deep learning, qui suffisent dans de nombreux cas, mais en tous les cas, d'ailleurs le RSC rentre dans cette catégorie a priori, il va pas atteindre l'exaflop pour les calculs scientifiques, qui requièrent le maximum de précision, c'est-à-dire la double précision pour être précis. Mais bon, ils s'en foutent. Le RSC, il est prévu pour créer des modèles de deep learning, multimodaux en particulier, de très grande taille. Donc multimodaux, ça veut dire qu'il faut se entraîner simultanément, non seulement sur du texte, mais aussi simultanément sur du texte, des images et du son, voire de la vidéo en tout cas. Et c'est des modèles de très très gros, de très très grande taille, puisqu'ils pourraient intégrer, enfin ils sont prêts là, ils sont partis pour aller sur des modèles qui sont à 1000 milliards de paramètres. Bon, oui, ça fait beaucoup. Après, c'est moins stupéfiant quand on sait que Megatron, qui est le modèle de langage de Nvidia, a déjà 530 milliards de paramètres, et que GPT-3 en avait quelque chose comme 175 milliards ou un truc comme ça. Et bon, justement, Facebook, d'ailleurs, puisqu'on parle de Megatron, Facebook ne conçoit pas son super machin tout seul, il achète tout simplement Nvidia. Puisque le RSC, il est constitué de 760 DGX à 100. Alors, les DGX, c'est quoi ? Il achète du matériel Nvidia, il achète pas Nvidia, quoi.
Non, il achète à Nvidia. Oui, non, j'ai peut-être zappé. Non, il achète à Nvidia son PC, son gros PC. Donc en fait, c'est des DGX. Il y en a. Alors DGX, en fait, c'est quoi? C'est un rack. C'est un gros rack. C'est un rack standard. C'est comme un module. Donc dedans, il y a 8 Tesla A100, 80 Go de VRAM, donc par Tesla, et puis 1 Tera de RAM. Dedans aussi, donc c'est un serveur, c'est un module serveur, on peut en faire des armoires comme ça, en les alignant, et puis après tu les connectes, tu connectes les armoires entre elles, et ça fait un data center, si tu veux, entier. Donc c'est des modules de calcul, voilà, et donc dedans il y a des Tensor Core aussi pour accélérer le deep learning, et à terme le cluster aura 16 000 GPU à disposition, et aussi bien sûr des pétaoctets de SSD, bien entendu, parce que qu'est-ce que tu veux faire sinon, qui utilise un disque dur en 2020. Donc voilà, c'est assez remarquable que le RSC soit du pur Nvidia, très honnêtement, puisque Facebook conçoit déjà des puces, il conçoit des architectures de data center, qui parfois il publie en open source même. Donc il aurait pu se faire un truc plus custom, tu vois. Mais bon, je sais pas, la disponibilité un peu limitée des composants a dû jouer, sans doute, et puis c'est un gros coup de pub pour Nvidia aussi. Donc il y a peut-être des accords commerciaux intéressants là, derrière tout ça, et c'est quand même important, parce que ça c'est une machine qui coûte au minimum 400 millions de dollars. Bon, évidemment... Quelle somme. Le RSC est là pour mettre au point les futurs algos qui permettront le métaverse, c'est ce qui est écrit dans le post de blog, bien entendu. Donc pour réaliser en fait ce qu'on a vu dans les vidéos, par exemple, c'est des algos qui voient et comprennent les indices visuels de ce que toi tu regardes, tu vois, et sonores aussi, qui peuvent réagir en fonction de ça, qui peuvent réagir en fonction de ce que tu fais dans ta vie, quoi. Bon, en tout cas, c'est le but ultime. Bon, le métaverse n'est pas le seul domaine d'application des modèles multimodaux, cela dit, et c'est toujours excitant de se dire qu'il y a encore de nouveaux algos incroyables qui vont nous bluffer encore dans un futur proche. Donc voilà, tout ça, c'est quand même assez excitant malgré tout. Alors, petit épilogue métaverse, quand même, très court, puisqu'on sait pratiquement rien dessus. Mais Google travaillerait aussi sur un projet de casque de réalité mixte qui s'appelle le projet Iris. Donc il commence à peine. Donc pas d'affolement. On sait quand même que c'est sur la direction de Clay Bavor, qui est à l'origine de Project Starline. Le Project Starline, c'est ce système de visioconférence ultra réaliste qui a fait grosse sensation à la Google I.O. On en avait parlé d'ailleurs. Donc techniquement, c'était vraiment complètement bluffant, quoi. Et donc, c'est peut-être bon signe. Ça peut peut-être vouloir dire effectivement que le projet Iris est entre de bonnes mains. Eh bien, parfait, ça nous dessine un avenir radieux avec ce métavers. On sera ravis de vous le partager quand il sortira. En attendant, on va rester sur des choses extrêmement pragmatiques que sont les actualités autour du jeu vidéo, avec évidemment les échos. Je suis sûr que ce ne sera pas les derniers qu'on aura, loin de là. On va avoir plein d'infos qui vont se distiller au fil du temps. Sur les détails de ce deal, de ce rachat dont on a parlé dans l'épisode précédent, si vous n'avez pas suivi l'info au sujet du rachat par Microsoft de Blizzard, Activision, King, écoutez le précédent épisode, le 259. Mais on en sait un petit peu plus sur ce deal, Guillaume. Il semblerait que Phil Spencer a voulu quand même un petit peu rassurer tout le monde. Oui. Un petit peu plus, effectivement, sur ce rachat potentiel, quand même, d'Activision par Microsoft. Oui, et bon, c'est important de dire potentiel, c'est pas acté encore. C'est ça. Comme Cassim l'avait bien pressenti, la situation est assez catastrophique d'Activision. Blizzard donc a beaucoup joué. Donc, d'après des interviews de Bloomberg, Microsoft se serait inquiété de l'affaire, quand même, et aurait dit que, si Bobby Kotick voulait vendre la compagnie, il ferait une offre. Et à l'origine, Kotick voulait pas vendre. Il a néanmoins contacté d'autres acquéreurs potentiels, dont Meta, et il n'y a rien de concret qui s'est matérialisé. Du coup, Microsoft a fait une offre intéressante, on va dire, et donc tout est allé assez vite. Ça a été bouclé en 2 semaines. Donc, t'imagines si Meta avait racheté le groupe, enfin j'ose pas imaginer à quel point on aurait été déprimé, parce qu'on serait imaginé que toutes ces licences elles seraient pourries dans les limbes de propositions. Facebook ne sait absolument rien, enfin Meta pardon, ne sait absolument rien du jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. Ils savent proposer des plateformes à la Farmville comme il y avait sur Facebook dans les âges d'or de Facebook, mais sinon en matière de jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Enfin ça m'étonne même pas qu'ils aient pas fait de proposition en fait. Meta a racheté plein de studios de jeux vidéo de réalité virtuelle en fait. Exact. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Que dans l'autre, après. C'est pas un savoir-faire qui a été démontré par. Non, mais bon, passons. C'est pas tellement leur intérêt pour l'instant. Mais bon, en tout cas, la clé du deal, ça a été aussi de permettre à Kotick de sortir par la porte, la tête haute à peu près, et pas d'être jeté par la fenêtre. Parce que non seulement il sera pas forcé de partir, mais il va laisser les clés aux nouveaux propriétaires en gros, mais en plus il va le faire en emportant une véritable pactole de 293 millions de dollars, ce qui peut laisser songeur, vu l'historique du personnage quand même. Mais bon, un groupe d'investisseurs activistes d'ailleurs, ou d'activistes investisseurs, je sais pas, qui s'appelle SOC Investment Group, demande explicitement un audit avant tout parachute doré. On verra bien, mais il y a le temps, puisque le deal ne devrait prendre effet que mi-2023.
Donc s'il arrive au bout, de toute façon, sinon Microsoft devra payer des frais de 2 ou 3 milliards. Ça fait une grosse commission quand même. Donc c'est une bonne affaire pour Activision, quoi qu'il en soit, en somme. C'est rien de 3 milliards quand on y pense par rapport au montant du deal en dédommagement. Je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc, bon, enfin, en tout cas, quant aux exclusivités, Call of Duty restera bien sur PlayStation, d'après directement d'après Spencer. Hein. Ouais. C'est la meilleure option financièrement parlant aussi. Et c'est vrai qu'après tout, Minecraft est toujours disponible partout. Après, c'est clair que il serait pas très étonnant qu'il n'y ait pas quelques grosses licences qui passent exclusives dans les années à venir, parce qu'il y a vraiment l'embarras du choix, en fait. Donc, on verra bien. Ouais, le Call of Duty à long terme va savoir, mais bon. Des Radeon adaptés à la pandémie, Guillaume. Ouais, petite mini tunnel cartographique, il y a eu l'officialisation de Xclipse, je sais pas trop comment dire, c'est la marque que Samsung donne donc à la partie graphique de l'Exynos 2200, qui est une puce AMD en RDNA 2, donc comme les consoles de salon. Donc il y a un partenariat Samsung AMD qui fait que commencer d'ailleurs, hein. Donc les prochains mobiles de Samsung auront des parties graphiques Radeon top niveau avec du ray tracing hardware à Samsung. Voilà, Samsung met bien l'accent dessus. Faut pas s'enflammer, parce que le ray tracing c'est lourd, c'est utilisé avec parcimonie même sur PlayStation 5, donc sur un smartphone, je parierais pas trop dessus. Mais bon, avoir une plateforme commune mobile PC console, c'est toujours un plus pour les développeurs. Hein. Mais bon, si on regarde les premiers, alors attention, c'est non confirmé, mais si on regarde les premiers tests Geekbench de Xclipse, qui se baladent un peu dans la nature, ben c'est pas très flatteur, parce que le Radeon serait comparable à un Snapdragon 8 Gen 1, qui lui a une Adreno 730, donc il n'y a pas de quoi se lever la nuit. Hein. Bon, dans la série des petites déceptions, allons-y, je sais, c'est un épisode déception, L'épisode de la déprime. L'épisode de la bonne nouvelle. C'est, oui, la Radeon 6500 XT, je l'avais évoqué déjà, on avait déjà dit qu'elle avait été globalement designée pour ne pas être intéressante pour les mineurs de crypto. Donc, on n'en attendait pas des masses non plus. Après, c'est une carte une carte d'entrée de gamme. Hein. Mais le problème, c'est que les tests sont pas jolis, hein, puisque elle a un bus de 64 bits, ce qui est déjà pas bien gras, mais en plus, la carte n'exploite que 4 lignes PCI Express, ce qui limite encore sa bande passante. Et de manière drastique, pour les PC qui ont du PCI Express de génération 3. Puisque le PCI Express de génération 4 est 2 fois plus rapide à un nombre de lignes égal. Donc le PCI Express 3, c'est quand même courant. Hein. Il y a beaucoup de machines qui en ont, surtout dans la cible d'une carte entrée de gamme. Donc en théorie, la carte propose la puissance d'une RX 480, qui est le haut de gamme de 2016, je précise. Mais soit 4 Go de VRAM, 64 bits, seulement 4 lignes en PCI Express 3. Franchement, la carte risque d'offrir des performances vraiment très modestes, et bon, certains revendeurs la listent déjà autour de 300 ou 400 balles. À ce prix-là, il faut carrément s'abstenir, et même à 200 balles, faut vraiment pas avoir le choix, quoi. Faut vraiment pas avoir trouvé mieux ailleurs et vraiment avoir besoin d'une carte graphique en urgence, quoi. On va évidemment parler un petit peu de un point d'actualité autour des NFT pour les jeux vidéo, toujours avec la prise de parole de certains développeurs. On peut toujours difficilement dire, on a eu des retours en ce sens, et merci beaucoup d'ailleurs de vos commentaires et de vos retours, hein, mais pour nous rappeler que quand on relaie des prises de parole, notamment de développeurs de jeux vidéo autour des NFT, c'est pas forcément la voix unanime des développeurs d'une société ou de l'industrie en général, donc évidemment à mettre sous le prisme de l'actualité tu fais des proportions. À Ubisoft, oui. Absolument, on avait pris des relais de développeurs d'Ubisoft qui critiquaient le NFT. Oui, j'avais relayé l'opinion en particulier l'opinion d'un syndicat qui est donc bon, et effectivement, tu as eu les retours d'un développeur qui disait que ils n'étaient pas forcément représentatifs de la société, ce qui est vrai. Mais nous, c'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a pas forcément idée des proportions que ça représente, quoi. Donc c'est toujours utile, effectivement, d'avoir des retours des auditeurs. Donc merci pour ça. Ouais, c'est hyper précieux, n'hésitez pas à continuer là-dessus. Mais en tout cas, encore une fois, des devs de jeux vidéo qui sont pas très chauds sur les NFT, Guillaume. Oui, là, c'est un sondage de la GDC, en fait, tout simplement. C'est vrai que les NFT dans les jeux vidéo, ou même autour du jeu vidéo, ça divise beaucoup. Donc il y a eu un sondage sur les NFT et les cryptos, d'ailleurs, hein, dans les jeux vidéo. Enfin, en tout cas, s'ils ont interrogé les studios. Donc c'était la GDC 2021, en fait. On a eu les résultats maintenant. Et donc, en ce qui concerne l'intérêt des studios pour les cryptos, il y a 72% qui disent qu'ils sont pas intéressés, 21% qui disent qu'ils sont un peu intéressés, et 6% qui disent qu'ils sont très intéressés. Il y a 1% qui l'utilisent déjà. Et en ce qui concerne les NFT, c'est grosso merdo pareil. On a 70% d'intéressés, 21% de un peu intéressés, 7% de très intéressés, et encore 1% parce que je soupçonne que ce sont les mêmes qui sont déjà dessus. Probablement. Ce serait logique. Voilà, donc évidemment, il y a eu aussi beaucoup de commentaires, souvent cinglants d'ailleurs, et assez négatifs. En tout cas, en volume, ça paraît être plus que l'inverse.
Alors évidemment, on peut aussi le voir comme le verre moitié plein, hein, toujours. C'est-à-dire que 30% des devs sont au moins un peu intéressés par les NFT. Ce qui fait une proportion qui est pas si faible que ça, en fait, hein, si tu réfléchis 2 secondes. C'est vrai. Bon, écoute, la GDC débutera en physique d'ici à peu près 2 mois. J'espère qu'ils refont le sondage, parce qu'on verra bien les tendances comme ça. Ouais, ce serait intéressant de suivre ça à la façon du baromètre. Et puis un dernier mot sur Dark Souls 3, Guillaume. Ouais, Dark Souls 3, c'est un jeu qui est tellement difficile que même ton PC, il est en danger. Ouh. En fait, Dark Souls 3 aurait une vulnérabilité qui permettrait de prendre le contrôle total de l'ordinateur lorsque tu joues en ligne. Donc le hack a été vu à l'œuvre en direct sur Twitch, et c'est complètement délibéré, puisque le hacker a, semble-t-il, donc a pris possession, a possédé le PC du streamer, mais il a pas fait de dommages. Il l'a fait en direct pour attirer l'attention de la vulnérabilité, sur la vulnérabilité, parce qu'apparemment, ces appels à From Software n'ont pas eu reçu de réponse. Donc du coup, les serveurs de Dark Souls 2, 3 et Remastered sont à l'arrêt pour le moment, et à date, j'ai pas trouvé d'infos sur un retour en ligne des serveurs. C'est quand même pas commun d'avoir un jeu vidéo qui offre une telle faille, non? Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est assez historique, non? Non, historique, je sais pas, mais non, ça doit être déjà arrivé, mais c'est pas courant. Tu as raison, c'est quand même pas courant. Et surtout la démonstration live sur Twitch est évidemment remarquable. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission très complète sur l'actualité de fin janvier 2022. Je pense vraiment que vous êtes au courant de tout ce qu'il fallait pas manquer en matière d'actualité sur les nouvelles technologies. Je voudrais, comme je vous le disais en intro, vous rappeler, si jamais vous n'avez pas pris le temps, vous pensiez que c'était pas pertinent, puis peut-être qu'en ayant écouté l'épisode, vous pensez que décidément ce serait nécessaire, mais que vous pouvez aller retirer la pub du podcast et profiter du chapitrage des épisodes avec un flux privé grâce à Patreon, qui est une plateforme américaine qui se développe du coup pas mal maintenant en Europe, en France notamment. Patreon.com/techcafé, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et donc si c'est pas déjà fait, hein, et avant d'écouter un autre excellent podcast indépendant comme par exemple Relife, je sais pas si vous avez écouté Relife, je sais pas si tu as écouté le dernier épisode de Relife Guillaume, mais on a parlé de Notion, évidemment sous l'angle des usages, hein, du service Notion, avec Shubham Sharma qui est un YouTuber assez cool et notamment ambassadeur Notion, qui nous a partagé son regard sur les outils low-code, no-code et évidemment de Notion. Donc en attendant et avant d'aller écouter Relife, venez vite laisser votre avis sur Apple Podcast à propos de Tech Café ou même sur Podcast Addict, ou même si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez maintenant laisser 5 étoiles. Donc pour dire tout le bien que vous pensez de Tech Café, il est grand temps de vous rappeler évidemment ce que vous attendez avec impatience, à savoir où est-ce qu'on peut retrouver Guillaume Poggiaspala. Guillaume, je te pose la question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Écoute, maintenant que c'est devenu un gars, on pourra peut-être me retrouver en GIF animé sur Jiffy, juste pour emmerder. Tu vas te créer un compte sur Jiffy et qui va centraliser plein de NFT animés, d'images de NFT animés. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. En attendant, on se retrouve très 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 vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.